Bonjour à toutes et à tous dans les coulisses de l'étrange. Aujourd'hui, une émission, je dirais, axée notamment, on va aller tout de suite, je dirais, dans l'Inde traditionnelle, puisque on va parler notamment des Vimanas. Et pour ce faire, donc, mon invité aujourd'hui est Greg No. Bonjour Greg. Bonjour José, merci pour l'invitation. Honoré de pouvoir faire une petite émission avec toi sur ta chaîne et ta Écoute, radio. le plaisir est évidemment partagé, Greg. Et c'est vrai que on va pas mentir, puisque c'est le leitmotiv, c'est-à-dire que on essaie de dire toujours la vérité aux auditeurs, aux auditrices, les gens qui nous suivent notamment. Et c'est vrai que on se connaît un petit peu, Greg, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'on se connaît, qu'on se suit depuis plusieurs années sur Facebook. Et c'est génial parce qu'en fait, on a des points en commun par rapport à ta thématique qui est sur l'ufologique et la mienne qui est sur les anciennes civilisations. Je pense que c'est là-dedans qu'on va un petit peu évoquer cette émission concernant les Vimana. Exactement, Greg. Et c'est vrai que donc toujours plaisir partagé. Et c'est vrai que pour comme j'ai l'habitude de le dire récurremment, mais pour le partage, c'est vrai que c'est peu importe, j'allais dire le chemin qu'on puisse prendre dans un chemin de découverte et de vérité. Au final, on se rend compte que nos travaux se rejoignent à un moment donné, Greg. C'est important ça de le dire. Tout à fait, c'est vrai que quand on fait les bons liens, on arrive à faire des similitudes entre certains thèmes ou certaines personnes qui sont spécialisées dans un domaine ou dans un autre. Et on retrouve des choses quand même très surprenantes par rapport aux anciennes civilisations et aux événements actuels qui se passent aujourd'hui, surtout dans ton domaine. Bah oui, bien sûr, oui, c'est vrai que l'actualité ufologique en ce moment est assez chargée, on pourrait dire. Mais donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, Greg, encore, est-ce que tu peux te présenter ton parcours et qu'est-ce qui t'a emmené à justement à être un découvreur, un chercheur de vérité, là encore, Greg? Voilà, disons que ça fait 10 ans que je suis dedans, donc tout a commencé comme beaucoup de personnes via le reportage La révélation des pyramides. Moi, personnellement, en fait, j'étais en train de jouer à Assassin's Creed et il y avait des énigmes et ce jeu n'est pas fait par n'importe qui, ils sont faits vraiment par des initiés ou des gens spécialisés dans le domaine. Et en fait, j'ai vérifié une énigme qui m'interpellait avec Léonard de Vinci. Et en vérifiant l'énigme, comme le jeu à l'époque c'était Assassin's Creed Révélation, en tapant révélation sur Internet, j'ai tombé sur le fameux reportage de Patrice Poyard et Jacques Grimaud, La révélation des pyramides, et j'ai jamais fini le jeu. Voilà. Voilà d'où sont parties mes recherches, exactement. D'accord, oui, parce que je crois savoir aussi que tu es spécialisé notamment beaucoup dans la filmographie aussi, hein, beaucoup dans la SF. D'ailleurs, ça donnera peut-être l'occasion aussi par la suite de refaire une émission ou des émissions par rapport à ça, parce que il y a beaucoup de concordance avec justement le cinéma, on pourrait dire d'avant-garde, donc fantastique, et ce qui se passe notamment aujourd'hui, hein, Greg, tu es un peu spécialisé aussi là-dedans, je crois savoir. Hein. Ah oui, complètement, oui, oui, ça rejoint beaucoup de choses. Après, bien sûr, il faut que chaque personne fasse son chemin de compréhension pour pouvoir vraiment comprendre et faire les bons liens entre les différents domaines qui existent, tout simplement, quoi. Après, moi, j'ai mon chemin de compréhension personnel, mais il faut que les gens le fassent, quoi, tout simplement. Bien sûr, et c'est vrai que là où c'est intéressant, je dirais dans tes travaux notamment, c'est vrai que bon, donc cette ouverture d'esprit, donc, mais notamment aussi basée sur les anciennes civilisations et l'archéologie interdite quelque part. On peut parler de ça aussi à un moment donné, Greg. Hein. C'est vrai que au début, vraiment, je me suis attaqué aux anomalies de l'histoire. Et bon, malheureusement, il y en a une flopée, alors qu'elles soient expliquées par des gens, on va dire, alternatifs qui sont connus sur beaucoup de chaînes ou par des petits chercheurs comme moi, on finit par se dire l'histoire, en fait, elle est à moitié vraie et à moitié fausse. Voilà. Comme on dit, l'histoire a été écrite par les vainqueurs, donc à partir de là, on écrit ce qu'on veut et on dépasse ce qu'on veut et on interprète les choses comme on veut. Voilà. Bien sûr. Donc, alors, on va tout de suite attaquer le thème. Donc, les Vimanas, donc c'est les chars des dieux, on peut dire aussi, Greg. Tout à fait,
c'est des engins, on va dire, volants, qui sont dans le Mahabharata. Donc c'est un livre en fait sacré chez les hindous. Hein. C'est un livre en fait qui a été, on va dire, très très peu retouché au niveau de la traduction. C'est un livre qui est relativement, on va dire, épais. Donc c'est assez complexe, à mon avis, pour comprendre tout ça. Moi, je ne l'ai pas lu, j'ai écouté beaucoup d'émissions dessus, donc j'ai un peu synthétisé tout ça, mais je pense que le lire, c'est un peu prendre plus d'un an, quoi, correctement, pour bien le comprendre, quoi. Bien sûr, donc ces chariots des dieux, qui sont justement, comme tu le dis si bien, dans l'hindouisme des textes sacrés, hein, évidemment. Donc ces machines volantes là, donc j'aurais une question, j'allais dire simple, mais en même temps on est en droit de se la poser. C'est vrai que c'est donc ce sont évidemment des humains qui ont retranscrit, je dirais, ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont vécu, dans le sens où est-ce que on a des preuves que justement, on parle notamment, on peut parler de vaisseaux à un moment donné, hein, je crois, Greg, hein, par rapport. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Alors, est-ce que ces entités, j'allais dire, étaient contemporains évidemment de l'Inde, mais est-ce qu'on retrouve trace d'entités et où on retrouve trace que de leurs vaisseaux finalement? On parle que de leurs vaisseaux ou aussi des entités là-dedans? Disons qu'en fait, il y a plusieurs interprétations, hein, au niveau. Donc là, on parle de mythe, en fait, de mythe qui est très ancien. Bon, certains disent que c'est un conte imaginaire pour une éducation locale, concernant une légende, comme il y en a un petit peu partout dans le monde. Moi, je pars du principe, et c'est ce que je dis toujours souvent en commentaire, c'est que les mythes ont toujours une part de vérité. Donc, à partir de là, voilà, c'est quand même cité dans le Mahabharata, qui aurait éventuellement une civilisation qui est plus de 3000 ans avant Jésus-Christ. Voilà, et l'histoire, en fait, ça concerne le royaume de Krishna. Et il y a quelqu'un, en fait, le docteur Rao, qui a mis à jour, en fait, des ruines, justement, de cette ancienne civilisation qui est mentionnée dans le Mahabharata. Donc, c'est vrai que là, on tombe sur un os, on va dire, concret et factuel, pour les archéologues traditionnels qui, eux, en général, quand ils partent du principe que les explications sont trop vagues, trop floues, ils mettent ça de côté. Voilà. Et on n'en parle plus. C'est un peu comme la ville de Troie ou la guerre de Troie. Hein. Il y a quand même des fouilles qui ont été faites. Et aujourd'hui, ce mythe il a été remis à jour il y a 2-3 ans parce que j'avais lu un article. Et voilà, on commence à se poser la question si c'est bien la réalité ou pas, parce qu'il y a des fouilles pour après les interprétations varient, mais il y a quand même des choses assez précises sur ce sujet, quoi. Donc c'est sûr que de toute façon, on avance de plus en plus dans les fouilles. Alors terrestre, on sait faire. Maintenant, on peut parler du site de Yuganogutni qui est sous l'eau. Voilà, si on va sous l'eau, je pense qu'on va découvrir des choses extrêmement précises et plus étonnantes que ce qu'on découvre aujourd'hui sur Terre. Donc ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais c'est vrai, pour en revenir au Vimana, clairement, on peut l'interpréter comme des vaisseaux, quoi, ou des ovnis pour rejoindre ton domaine. Ce sont en fait des engins plus ou moins en forme de cône. Voilà. Ils sont en forme de cône et puis ça parle d'une bataille en fait avec une technologie assez avancée. Donc les détails, quand on lit certains liens, voilà, on peut penser tout simplement à nos armes qu'on utilise nous aujourd'hui.
Oui, hein, parce qu'on bientôt. parle notamment, bon, on parle aussi de guerre apocalyptique dans le sens où on parle de nucléaire. Et quand tu nous décris plus ou moins brièvement, je dirais, Greg Lévy-Mana, c'est vrai que bon, on parle de cônes. Il y a certains aussi qui disent que ça ressemble aussi à des temples volants quelque part, hein. Il y a un peu ce truc-là. Et c'est surtout moi ce qui me choque dans Lévy-Mana. Bon, c'est pas ma spécialité, hein, c'est la tienne, Greg. Mais c'est vrai que ce qui me choque, c'est que euh, donc tu dis que c'est basé sur un mythe et il y a beaucoup d'archéologues qui le prennent encore comme un mythe, apparemment. Hum, Bon, hum, comme hum, tu hum. dis, l'avenir le jugera. Mais c'est vrai que là, tout de suite, là, il y a quand même un drôle de descriptif, pardon, c'est-à-dire que c'est quand même vachement, quand même bien décrit, quand même. Je veux dire, on a Ah oui, vraiment oui, oui, oui. l'intérieur du vaisseau, l'extérieur, on a toute la mécanique qui va avec. Je veux dire, c'est par rapport à l'époque, quand même, il fallait quand même se lever assez tôt, je dirais, pour pouvoir schématiquement créer dans un mythe ce genre de bolide aérospatiaux, parce que quand même c'est vachement bien décrit quand même, mine de rien, pour un mythe, Greg. Ah oui, oui, complètement, parce que on a un ouvrage qui s'appelle le Samarangana. En fait, c'est un vieux recueil, c'est un manuscrit où il y a quand même 230 pages d'explications Mhm. au niveau de l'art de la construction des Vimana et des armes. Oui, et donc Donc je crois savoir aussi là, que on n'est pas sur une dizaine de pages ou une vingtaine de pages, on est là sur 230 pages quand même d'explications. je crois savoir que c'est Robert Charroux, notamment dans les années 60-70, qui est le premier à en avoir un petit peu mis ça en lumière aussi, hein, je crois. Ah oui, tout à fait, il y a les précurseurs qu'on connaît tous, hein, comme celui que tu nommes, qui ont commencé à mettre le bémol sur certaines choses, quoi, hein, tout à fait. Hein. Oui, oui, et donc après il y en a d'autres qui ont suivi, puis bah, donc notamment toi. Donc j'allais dire, Greg, alors donc on a un peu survolé, je dirais plus ou moins, vraiment dans les grandes largeurs, le descriptif, c'est vrai. Donc quel est le but de ces Vimanas quelque part? Qu'est-ce qui viennent foutre là à un moment donné ces vaisseaux là à cette époque? On le sait ça ou pas? C'est en fait, apparemment c'est une guerre en fait hein, qui a été déclenchée euh, par en fait théoriquement ça opposerait les cinq frères des Pandavas. Voilà. Qui auraient été soutenus par l'avatar de Krishna. Euh, donc voilà, donc ça serait parti d'une guerre en fait, voilà, comme on peut retrouver certaines guerres, on va dire, dans la Bible où on peut faire éventuellement référence à des armes, on va dire, particulières. Je pense notamment à Sodome et à Gomorrhe. Mais bon, voilà, moi je me dis pourquoi on retrouve ce genre d'écrit dans un livre sacré, dans l'autre. Après, c'est une question d'interprétation. On peut trouver une interprétation logique et factuelle, ou je sais pas. Mais bon, quand tu fais des liens entre telle et telle civilisation, tel et tel livre sacré, c'est quand même surprenant, quoi. Oui, alors une autre question, j'allais dire, est-ce qu'on sait exactement est-ce que justement dans cette guerre, donc on a créé, je dirais, ces objets volants, hein, est-ce que c'est l'humain qui a créé ces objets volants ou est-ce que c'est justement ces divinités là dans l'hindouisme? Bah, ça serait plus ces divinités, hein. Voilà, parce qu'en fait, selon certaines interprétations, ça serait en fait des armes en fait bien spécifiques qui marcheraient par le biais des facultés psychiques de l'homme, par exemple. Donc après, quand on lit certaines choses, ben, les Vimana voleraient, voilà, à travers les nuages, dans les airs. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'en fait, les temples hindous ont la même forme. Oui, c'est ce que j'avais plus ou moins. Voilà, C'est ça, parce qu'on parle aussi de temples volants, hein, c'est ce que j'avais dit à un moment là. c'est ça, c'est Et ça. donc, ça serait donc des temples donc déifiés qui au bout d'un certain temps, je dirais,
peut-être avec certaines incantations psychiques, comme tu viens de le signaler, eh bien, j'allais dire, regagneraient leur capacité, je dirais, d'être un objet volant non identifié finalement. C'est ça, hein, Greg? Oui, tout à fait, tout à fait. Et là où c'est étonnant, si tu veux, c'est que bah, la civilisation de Rama, hein, comme on l'appelle, aujourd'hui, on les appelle les rois prêtres. Voilà, c'est de la civilisation, si tu veux, hindoue. Et ils ont retrouvé en fait des statues de ces dieux-là. Et si tu veux, à travers tout ça, ben, certains pensent que la cité en fait d'Andai, déjà elle est mentionnée dans le Ramayana, mais elle pourrait être la petite ville en fait d'Andai, qui se trouve en fait si tu veux, en Inde au nord. Et chaque année en fait, si tu veux, ben, il y a un festival. Bah, ils fêtent en fait, et ils se promènent avec des répliques bah, de Vimana. José Bouillon, les coulisses de l'étrange. Rebonjour à toutes et à tous dans les coulisses de l'étrange. Donc dans cette deuxième partie, toujours avec mon invité Greg No, qui nous expliquait donc sur ce thème des Vimanas, je dirais un petit peu la genèse plus ou moins de ce qu'on a retrouvé justement dans ces textes sacrés. D'ailleurs, je crois qu'on peut dire aussi, Greg, pour entamer la deuxième partie, que ces textes hindous, donc dans l'hindouisme, est quand même une religion aussi, une des plus positives hein, aussi, malgré ce qu'on va raconter par la suite et avec ces objets de destruction massive. Malheureusement, on en est là. C'est vrai. Oui, c'est vrai que ce livre sacré, enfin pour moi en tout cas, c'est à travers tout ce que j'ai pu lire, c'est le livre, on va dire, le plus sage, parce que les bouddhistes ou les hindouistes, ils ont quand même une spiritualité assez élevée, contrairement aux autres continents. Et quels que soient les livres sacrés, de toute façon, il y a une grande part de sagesse à l'intérieur, et comme tous les livres sacrés, il y a un moment donné, effectivement, on parle de guerre, quoi, tout simplement. Donc c'est vrai que le Mahabharata n'échappe pas à ce passage, on va dire, un peu destructeur de leur mythe. Oui, puisque donc ces fameux objets sont doués, je dirais, de technologies par rapport à l'époque extrêmement avancées, puisque tu vas le dire, c'est-à-dire que nous, dans notre regard actuel, évidemment qu'on a le recul pour pouvoir observer les choses et se dire quand même, là, à un moment donné, dans ce passage-là, justement un peu apocalyptique, on parle quand même d'armement plus ou moins nucléaire quand même à un moment donné, Greg. Bah, c'est vrai que si on fait référence à ce qu'on connaît aujourd'hui, tout à fait, on peut faire référence à ce que tu évoques, hein, le nucléaire, les lasers, les armes de feu. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, notre père, c'est notre, c'est ici et maintenant, c'est notre période, notre civilisation, notre ère. On peut faire que des liens comme ça. Après, on va dire, si on les fait pas, voilà, alors on lit les textes sacrés et on les prend comme ils sont et puis on s'arrête là tout simplement quoi. Oui, donc ce qui est encore étonnant, toujours, tu vas me dire, je suis quelqu'un d'étonné, mais la vie est étonnante. Et c'est vrai quand on survole avec toi, je dirais, les Vimanas, tout de suite, il y a des questions qui nous viennent en tête. Une des premières, c'est que on parle évidemment de temple volant, donc un temple, normalement, c'est quelque chose de bénéfique. Et là, non, c'est un temple qui part en guerre à un moment donné, là. Ah mais complètement, oui, c'est ça. On parle d'Aéronef voilà, qui sont en train d'effectuer une destruction envers ce peuple, quoi, tout simplement. Quoi. C'est fou, hein, parce que c'est vrai que, bon, comme tu le soulignes, dans plusieurs textes, je dirais plus ou moins bibliques ou autres, hein, c'est vrai que dans certaines religions, il y a toujours le pan négatif, mais là, c'est quand même accentué sur des objets volants non identifiés, quand même. C'est quand même une première, je dirais, dans l'humanité, ça, quand même, Greg. C'est vrai que, oui, c'est vrai que ce passage est très particulier et c'est vrai que ça fait penser à ton domaine ufologique, hein, tout simplement. Donc c'est vrai que des aéronefs, enfin, bon,
parler de la guerre des chars de feu qu'on va retrouver dans d'autres civilisations. Mais après, il faut pas tout mélanger parce qu'on peut faire des similitudes entre justement ce passage de Vimana et d'autres passages qu'on connaît tous, où moi, là, je parlerai plus c'est des paraboles de guerre de planète, en fait, si tu veux. Voilà, donc, mais c'est vrai que là, c'est trop détaillé pour pouvoir parler de guerre de planète. Là, on est vraiment dans une lecture d'objets volants, quoi. Oui, donc un aspect ufologique qu'on ne peut pas balayer d'un revers de la main, puisque un des premiers, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure dans la première partie, un des premiers quand même à nous en avoir parlé dans les années 60, je dirais 70 de mémoire, est quand même Robert Charroux. Hein. Oui, tout à fait. Robert Charroux, oui, comme d'autres, ils ont mis le doigt sur des choses, on va dire, des anomalies étonnantes. Et c'est eux, en fait, les premiers qui ont fait certains liens, parce que bon, c'était quand même des gens de terrain qui ont eu la chance à l'époque où tout était ouvert et de constater certaines choses. Parce qu'il faut quand même préciser qu'aujourd'hui, à travers le monde, il y a quand même des artefacts quand même qui sont insolites et des zones qui sont aujourd'hui interdites au public où certains artefacts ou archéologues n'arrivent pas à expliquer en fait les artefacts qu'ils trouvent et on les met sur un terrain grillagé où personne ne peut accéder aujourd'hui, quoi. Je peux te donner un exemple, l'exemple d'une chapelle en fait en Afrique. Bon, je la nommerai pas, je ne ferai pas le lieu, mais je vais parler de l'Arche de l'Alliance. C'est devenu un terrain militaire. D'accord, donc on a la mainmise évidemment sur on ne veut pas apparemment, avec ce fameux dogme de la science que tu évoques ici, Greg, c'est-à-dire qu'on ne veut pas exactement qu'on sache exactement notre passé. Alors pourquoi? Tu as une petite idée là-dessus? Il y a vraiment des choses qu'on veut nous cacher. Pourquoi? Parce que si on en prendrait conscience, qu'est-ce que ça changerait finalement envers l'humanité, Greg? Je pense que si aujourd'hui on met à jour les choses correctement et on ne pourra pas les mettre à jour correctement du début jusqu'à la fin, si on est déjà sur une part du chemin de la vérité, c'est déjà pas mal. Mais je pense que pour répondre concrètement à ta question, José, c'est que si on commence à toucher à des choses sensibles, on est obligé de tout remettre en question. Oui, et c'est vrai que là, il y a beaucoup de pans, et notamment, là, je vois de quoi tu veux nous laisser. Moi, je dis tout en question, les 50% pour moi qui sont fausses. Et remettre en question les 50% de vrais. Oui, et puis notamment religieux, c'est ce que tu laisses sous-entendre quand même. Voilà, c'est ça. Et là, le problème est là, tout simplement. Aujourd'hui, on nous a formaté d'une certaine manière depuis des millénaires, on va dire. Et aujourd'hui, les choses sont ainsi. Et voilà. Mais ce que je tiens à souligner quand même à travers les Himalayas, c'est que, ok, on parle d'aéronefs en forme de cône. Mais ce que je trouve positif au final, c'est que ils en ont fait des temples de cette forme. Et de négatif, ils l'ont transformé en positif. Oui, oui, c'est vrai que c'est étonnant et en même temps, Voilà, tu le dis, c'est vraiment une religion quelque part qui tend vers le positif de toute manière. Oui, pour moi, le bouddhisme et l'hindouisme, pour moi, c'est la religion la plus sage au monde. Ils sont dans un travail sur eux-mêmes au niveau de la spiritualité, et je pense que c'est ce qui nous manque aussi, nous, chez nous. La France, on a un dogme, un chapeau de plomb sur plein de sujets. D'ailleurs, dans mon domaine, on commence à parler ufologique, à part ceux qui sont vraiment calés dedans comme toi. Si on fait ça au bord d'un point de comptoir, au bar, on se fait passer pour un illuminé, tout simplement. Et c'est vrai que, notamment la France, c'est compliqué quoi, de parler d'OVNI. Alors tu vas peut-être me dire non, parce que toi, tu es vraiment spécialisé là-dedans. Mais moi, j'écoute beaucoup d'interviews sur l'ufologie, mais je m'y connais, on va dire, pas plus que ça, parce que j'en ai écouté justement trop, et de diverses sources,
Et pour moi, ça reste flou, tout simplement parce que je pense que j'ai reçu trop d'infos de diverses sources et trop d'infos tue l'info. Alors, trop d'infos tue l'info, ça c'est clair et net. Et en même temps, ce qu'il faut dire, et tu l'as très vite, tu le dis là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, beaucoup de fakes. Les gens prennent, d'ailleurs, on en avait discuté il n'y a pas longtemps, toi et moi, je crois qu'on peut le dire, et c'est vrai que les gens prennent trop vite des raccourcis en ufologie notamment, ou même dans ce que tu fais toi, dans tes recherches, hein, Greg, à un moment donné. Mais complètement, parce que moi, la solution de facilité, en fait, quand tu vas vers quelqu'un qui n'a pas forcément connaissance poussée sur certaines choses, tout de suite, en fait, la solution de facilité, de rapidité, ben, on se dirige vers l'ufologie. Alors, on peut se diriger vers l'ufologie, pardon, de rebondir, mais c'est-à-dire, c'est pas pour critiquer ton domaine. Non, mais si tu veux, en fait, c'est des ponts rapides, voilà. Et je pense que notre histoire est beaucoup plus complexe que ça. Bien sûr. Alors, c'est vrai que on parle de Vimana, mais c'est vrai que donc forcément, on parle d'ufologie quelque part, de toute manière. C'est vrai. Et en même temps, je te dirais, pour répondre un petit peu à tout ça, mais vite fait, parce que, premièrement, on parle un peu, je dirais, de religion, et c'est une chose que j'aime pas du tout parler. Alors, parce que je respecte, évidemment, chacun et chacune dans ses croyances, hein, on est d'accord. Donc, on n'est pas du tout là pour juger, mais c'est vrai que les Vimana font partie quand même d'un texte sacré, notamment dans l'hindouiste. Donc, c'est vrai que on est bien obligé de parler un petit peu de religion quand même, puisque c'est le pilier fondateur des Vimanas apparemment, puisque ce sont des temples qui partent en guerre. Donc on ne l'invente pas, hein, c'est dans les écrits, Greg. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais par contre, par rapport à ce que tu disais, bien au contraire, puisque c'est tout débat est constructif, et c'est vrai que ce qui peut t'avoir dégoûté comme beaucoup de gens dans l'ufologie, et comme je le répète, pardon, et je n'ai jamais dit que j'étais supérieur à un autre, bien au contraire, je pense être assez modeste par rapport à ça, tu me connais Greg, hein, c'est vrai. Et donc, l'ufologie, c'est vrai que on peut faire des recoupements, d'ailleurs comme tu le fais ici avec les Vimana, mais il y a d'autres, d'ailleurs il y aura d'autres émissions évidemment, et puis les gens savent plus ou moins, peut-être même mieux que nous, même mieux que toi et moi à un moment donné, c'est vrai, peu importe, mais c'est vrai que le leitmotiv c'est que peu importe le chemin que l'on va prendre, c'est vrai qu'on revient tout le temps en ufologie de toute manière, hein, Greg. Oui, c'est vrai qu'il y a un moment donné, de toute façon, on est obligé de se diriger dans cette direction. Parce que bon, la Terre, elle est ce qu'elle est. On parle d'ufologie, bon, je vais faire une petite boutade parce que le premier continent, en fait, le seul continent, enfin le continent unique qui existait sur la Terre s'appelait Columbia. Voilà, et Columbia, en fait, ils ont fait le logo de distribution de certains films, mais ça a été aussi une navette spatiale. Oui, bien sûr. Voilà, donc on reste voilà, dans les engins spatiaux, entre guillemets, quoi. Bien sûr, et donc on va avancer encore sur le sujet, Greg, et c'est vrai que pour clôturer, bon, j'espère avec ma petite ufologie t'avoir apporté, je dirais, quelques réponses modestes de mon côté, Greg, en tout cas. Ah mais complètement, de toute façon, c'est complémentaire, hein, tout à fait. Je veux dire, il y a un moment donné, tout est lié. Voilà, donc il y a un moment donné, effectivement, toi tu fais des liens voilà, qui sont très percutants dans ton domaine. Moi j'en fais de mon côté. Et je pense que si tout le monde travaillait ensemble avec sa propre spécialité, on avancerait beaucoup plus vite. Bien sûr. Dans la compréhension de notre histoire. Et le partage, surtout. Et le partage, surtout, oui. Puisqu'on vit quand même dans un monde, alors c'est vrai que là, on fait nos philosophes de comptoir, mais en même temps, on le fait parce que ça nous tient à cœur aussi en même temps, hein, Greg, c'est la vérité. Oui, puisque... tout à fait. Après, personne n'est parfait. Hein. Je veux dire, nous, on parle de ce qu'on est avec notre interprétation, nos liens qu'on fait voilà, effectifs tous les deux. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus spécialisés dans le domaine, qui vont être plus précis dans ce sujet, quoi, tout simplement. Bien sûr, alors justement, alors maintenant, je vais faire une liaison tout de suite, là, et il est temps de la faire, justement, Greg. Donc toujours pour rester, je dirais, dans l'émission, c'est vrai que là, il y a quelque chose, moi, qui me taraude, j'allais dire, mais est-ce que toi, dans tes travaux, est-ce qu'on peut faire un lien, justement, avec le fameux continent de l'Atlantide et ces fameux Vimanas, Greg? Je vais te dire oui, carrément,
parce que si on commence à parler de l'Atlantide, effectivement, bon, on fait référence à Platon, mais l'Atlantide, effectivement, on parle de haute technologie. Donc, c'est vrai que ça va rejoindre le sujet des Vimanas qu'on vient de parler. Donc, en fait, je vais quand même vous lire un passage qui est quand même assez parlant et percutant que j'ai trouvé sur Internet. Donc, l'Atlantide, voilà, en fait, il faut parler de civilisation osirienne. Au niveau géographique, elle a été localisée vers le bassin méditerranéen et l'Afrique du Nord. Donc c'est qualifié aussi comme la civilisation entre guillemets égyptienne pré-dynastique et voilà, elle a été ravagée par des invasions comme on le sait tous concernant l'Atlantique. Voilà. Donc, et en fait, le lien, c'est que l'empire de Rama, en fait, se serait également, entre guillemets, englouti ou évanoui au cours des millénaires qui suivit la destruction du continent atlantique. Voilà. Donc après, il y a plusieurs sources hein, qui peuvent être interprétées d'une manière ou d'une autre, mais en fait, l'empire se serait étendu vers l'Afghanistan et en Iran. Il serait éventuellement, probablement étendu jusqu'en l'Indonésie, l'Asie du Sud et le Pacifique. Voilà. Donc en fait, tout ça pour dire quoi que ces deux continents se seraient séparés en deux, l'un vers l'Inde et l'autre vers l'Atlantique. Oui, donc là, tu es en train de dire quelque part que cette genèse des Vimanas, eh bien, partirait justement de l'Atlantide. Donc, ce serait une technologie atlante avant tout, les Vimanas. Ben voilà, c'est une théorie voilà, qui se serait séparée en deux et qui ferait le lien effectivement entre ces deux civilisations. Bonjour à toutes et à tous dans les coulisses de l'étrange avec mon invité Greg No. Donc ce dernier module, cette troisième partie, et donc dans la deuxième, Greg, tu laissais planer quand même, je dirais, une hypothèse. Donc ton hypothèse, je dirais, Vimanas, origine atlantéenne, Greg, c'est ça? Ouais, tout à fait. Bon, après, être affirmatif, c'est compliqué hein, de l'être sur ce genre de choses. Après, voilà, c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui sont très détaillées dans les Vimanas, hein, parce que bon, il y a quand même 230 strophes qui sont consacrées à leur construction, au décollage, au trajet, qui concernent des milliers de kilomètres, aux atterrissages, enfin sur plein de choses. Donc c'est vrai qu'on peut faire le lien avec la technologie Atlante. Alors, moi je le fais à tort ou à raison, mais il y a sûrement un lien direct ou indirect, forcément. Oui, et donc, ce qui est toujours étonnant là-dedans, c'est-à-dire que tu fais le lien, mais tu nous as quand même expliqué que finalement, ce continent, je dirais, disparu atlantéen, parce qu'on aurait pu parler aussi de la Lémurie aussi, hein, Greg. Oui, bah, la Lémurie, effectivement, tu mets le doigt dessus, et ça rejoint un petit peu l'hindouiste et le bouddhiste, parce que la Lémurie était quand même un peuple très spirituel. Oui. Et pour moi, enfin je parle pour moi, dans ma compréhension, je pense sincèrement que les Indiens, en fait, aux États-Unis, ont hérité de ça. Ah oui, donc ça irait jusque-là. Et je crois savoir aussi que, bon, sans le citer réellement, puisque on laisse ouvert justement aux gens ici de s'y intéresser et de faire finalement leur propre recherche vis-à-vis de ça, hein, Greg, c'est vrai. Et donc, oui, voilà, bon, c'est vrai que moi je fais le lien avec les Indiens d'aujourd'hui parce que les Indiens sont très spirituels, ils respectent la nature. Quand ils tuent un animal, bah, ils font des rituels. Enfin, ils sont très respectueux et ça fait penser, enfin moi ça fait penser au film Avatar, quelque part. oui, donc il y a un petit côté Avatar ben, je veux dire, dans le concept. Et c'est vrai que on peut parler aussi un petit peu de la France aussi à un moment donné, Greg, je crois savoir. Oui, effectivement.
disons les Atlantes, moi, voilà, je vais inviter les gens un petit peu à se diriger du côté sud-ouest de la France. C'est ça, hein. Donc, à un moment donné, un héritage culturel, un héritage philosophique, j'allais dire, dans une espèce de, bah, d'ailleurs pas dans une espèce, pardon, dans une religion qui tire quand même vers le positif, là, et c'est vrai que on peut retrouver trace, apparemment, de cette descendance atlante, c'est ce que tu laisses sous-entendre, Greg, là. Oui, voilà, bon, à travers mes recherches, quand même, voilà, c'est ce que j'ai compris. Et donc dans ces Vimanas, donc pour clôturer, donc si tant est qu'il y en ait une, est-ce que en conclusion on pourrait dire finalement quelque part, Greg, quel est cet héritage? Donc qu'est-ce qu'on garde de tout ça finalement? Bon, c'est vrai qu'on a survolé, bon, notamment surtout le pan catastrophique hein, avec justement des vaisseaux de guerre, hein, c'est ça. Hein. Et donc qu'on a comparé évidemment en ufologie de toute manière. Hein. Donc est-ce qu'on retrouve d'autres corrélations vis-à-vis de ça? Est-ce qu'on a un héritage atlantien, donc, et puis de ces Vimanas d'ailleurs? Est-ce qu'on peut retrouver tout ça, je dirais, ça, dans notre vie commune? Est-ce qu'on a un héritage de ça, tout simplement, Greg? Un héritage de connaissances, oui. Oui, puisque de toute façon, la connaissance, elle a été transmise jusqu'à nos jours. Par différentes. Il y a l'école des mystères, il y a la confrérie des serpents, chez les Sumériens, chez les Égyptiens, on retrouve ça quelque part chez les Templiers. Oui, la connaissance a été transmise à travers le temps jusqu'à aujourd'hui. Donc bon, après c'est des sphères bien fermées qui font que cette connaissance on va dire, reste dans certaines bulles. Voilà. L'avantage d'Internet, c'est qu'aujourd'hui, ces bulles, elles ont éclaté. Et que si vraiment on cherche et qu'on arrive à comprendre les choses, on arrive à faire les bons liens et à remonter quand même assez loin jusqu'à nos jours. Oui, donc pas forcément d'être un initié, là. Oui, après, voilà, on peut parler de ça. Moi, dire que je suis initié, je vais pas aller jusque-là parce que ça fait 10 ans que je cherche. Donc, je suis initié par personne. Je me suis construit tout seul dans ma compréhension. Donc, oui, peut-être que je me trompe parfois. Peut-être que à travers l'interview, il y en a qui vont pas être d'accord ou ça va pas résonner entre eux. Mais bon, voilà, moi j'essaye de partager ce que j'ai compris. Donc oui, on n'est pas parfait, on peut se tromper. Et puis dans 10 ans, peut-être que j'interpréterai les choses autrement. Comme toi dans ton évolution ufologique, José, je pense que si tu recules de 10 ans en arrière, aujourd'hui, tu as des connaissances, on va dire, qui sont acquis au fil du temps. Et sûrement, il y a des moments où tu as fait marche arrière par rapport à des compréhensions que tu avais à l'époque. Moi, quand je comprends les choses d'une certaine manière et que je vois que j'évolue d'une autre manière, je fais une marche arrière et j'essaie de recomprendre les choses autrement. Bien sûr. Et parce que si on va aller dans ce sens-là, là, après, on tombe dans l'ego où je veux absolument avoir raison et garder mes bases de compréhension que j'ai acquises depuis 10 ans. Mais pour moi, j'ai l'esprit ouvert et demain, on me prouve A plus B que j'ai tort sur certaines choses. Moi, c'est OK pour moi, c'est OK. Je repars je vais pas tout effacer, mais je vais repartir d'un point précis et repartir dans une autre direction si vraiment mon interprétation est mauvaise. Et je pense que c'est là, en fait, l'atout de certaines personnes qui ont beaucoup de connaissances parce qu'elles savent se remettre en question. Oui, alors, pour la faire simple, hein, finalement, il n'y a que les cons qui n'ont pas encore changé d'avis, Greg. Dire les choses comme ça. Voilà. J'aime bien les raccourcis, tu me connais, mais c'est vrai que là, et il n'a pas été facile hein, pour le dire celui-ci, mine de rien. Je vais encore me faire des amis. Mais bon. Pour répondre à ta question, José, de départ, oui, on peut faire des liens avec dans ton domaine. Moi, je vais en faire deux. Je vais parler de Moïse et du mont Sinaï.
où on sait tous que ce mythe, en fait, il monte au Mont Sinaï pour parler à Dieu, pour avoir les lois du commandement, et ça va être gravé dans la pierre, et il va redescendre, en fait, dans la vallée pour retrouver son peuple. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que dans ce mythe-là, enfin, dans ce qu'on nous montre aujourd'hui, c'est que Moïse, quand il redescend, il n'a plus la même tête que quand il est monté. Il a les cheveux blancs, il est bronzé, enfin, il a changé de tête. Donc là, moi, je te pose la question, José, dans ton domaine, est-ce qu'on peut éventuellement parler d'abduction avec Moïse? Alors, on peut parler d'abduction, on peut parler de missing time, on peut parler de contacter. Oui, à ce moment-là, oui, c'est la vérité. De toute manière, lexiquement parlant, je dirais dans un schéma classique ufologique, là, c'est vrai que je dirais Moïse a tous les symptômes d'un abducté. C'est clair et net. Voilà, bon, moi, c'est vrai que je te pose la question parce que moi, bon, ça m'a traversé l'esprit, parce que bon, il va parler à Dieu et voilà, tous les mythes qu'on connaît, que ce soit cinématographique ou autre. Mais on a cette image, en fait, de Maurice qui redescend et qui a complètement changé de visage et qui a vieilli. On a l'impression qu'il a vieilli de 10 ans, quoi, ou de 20 ans. Et je vais faire le parallèle avec autre chose. Et pareil, je vais te poser la même question. On peut parler d'Enoch. Oui, Enoch, évidemment. où Dieu l'invite, en fait, dans une partie de sa bibliothèque. Mais de toute manière, on peut le voir d'un œil ufologique, puisque ces gens-là redescendent avec un savoir. C'est ça l'essentiel. Et puis en plus, dans ce que tu dis, c'est vrai que, bon, on n'était pas là pour le voir, mais de toute manière, dans leur description et leur façon d'avoir vécu l'événement, on sent bien, et pour revenir à Moïse, que à un moment donné, le buisson ardent, on sait très bien que c'est un ovni à un moment donné, on n'est pas bête, on le voit tout de suite avec le recul, mais c'est vrai que, et par rapport à Enoch aussi, oui, évidemment que de toute manière, je dirais que de toute façon, en ufologie, ça colle mais complètement. De toute manière, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, puisque en même temps, on parle toujours d'un dieu des étoiles, hein, de toute manière, qui vient du ciel. Donc schématiquement, à part, pardon, entre guillemets, un extra, donc extra de la Terre, extraterrestre, qu'est-ce que c'est, de toute façon? Voilà, c'est vrai qu'il y a un moment donné, forcément, on est obligé de lever la tête vers le ciel. Mais je voudrais faire juste une parenthèse, en fait, avec ce que tu dis, parce que quand on retourne dans le mythe sumérien, on parle d'Anunnaki. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir qu'il y a un peuple qui s'appelle les Anu. Et si on va dans certaines interprétations, quand on dit qu'ils viennent de là-haut, c'est pas forcément du ciel. Ils peuvent venir éventuellement des montagnes. Oui, de là-haut, en haut de la montagne, j'ai compris, voilà. Bien sûr. Donc voilà. Et là, on est toujours dans de l'interprétation. Donc on l'interprète d'une manière ou d'une autre selon ce qui nous arrange par rapport à nos spécialités. Mais moi, si tu veux, là-dedans, je reste toujours neutre. Et je pense que la neutralité, c'est quelque chose d'important et de ne pas être, on va dire, sélectif. Parce que si tu es sélectif, tu fermes des portes à plein d'autres choses. Bien sûr, alors là, le pan sumérien, bon, j'ai pas forcément envie d'y rentrer maintenant. Hein. C'est pas parce que, je le connais pas. Et tu sais très bien, le problème n'est pas là, Greg. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment quand même et puis d'ailleurs, il faudrait quand même plus qu'une émission là, vraiment pour y aller, hein. Puisque, et tu le sais parce que tu m'envoies là-dedans. En même temps, tu es mon invité. Et c'est moi qui t'interviewe, mais aussi tu me poses des questions, donc je suis pas habitué. Mais en même temps, c'est vrai que tu as raison, puisque dans mon ufologie, j'ai annoté dark ufologie, puisqu'il y a quand même beaucoup le côté négatif, et c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Donc là, il n'y a pas de raccourci facile, Greg. C'est vrai que là où tu dis, c'est Dieu des étoiles, ou de là-haut, en haut de la montagne, de toute manière, pour moi, j'ai aucun souci avec ça, et ça colle, puisque de toute manière, je veux dire, c'est quand même des gens, qu'on le veuille ou pas, qui ont éduqué l'humanité. Donc on ne s'est pas éduqué tout seul, là, pour le coup. Hein. On est bien d'accord. Ils sont même nos créateurs. Alors je sais qu'il y en a qui vont gousser en disant, oui, j'aime pas le côté créationniste et tout. Pardon, je veux dire,
il y a beaucoup de gens qui tendent, et moi le premier, je pense que toi aussi, il y a quand même, c'est pas une sélection, je dirais, Ah non, naturelle, hein. tout à fait, mais après, moi, j'invite les gens à remonter mon mur parce que j'ai fait une réflexion il y a quand même quelques années de ça, et sur les Atlantes et les Anunnaki. Et Oui, pour moi, j'ai trouvé beaucoup de similitudes entre ces deux peuples. Alors, moi, la question que je me suis posée, parce qu'il n'y a pas 36 000 versions, pour moi, il y a une possibilité que ce soit le même peuple au final. c'est possible, hein, de toute manière. Et en même temps, dans toutes ces concordances là que tu laisses sous-entendre, hein, quand même, Greg, et c'est vrai que de toute façon, alors moi aussi, alors à ce moment-là, puisque tu poses la question, à tort ou à raison, c'est vrai que justement, bah, dans mon ufologie, c'est vrai que la base, la genèse pour moi, dans ce que j'y ai trouvé aussi dans mes recherches, et ça reste quand même les Anunnaki pour moi aussi, hein, de toute façon, de toute manière. C'est une base, puisque là on parle quand même, on a aussi quand même survolé le pan, je dirais, plus ou moins religieux, et c'est vrai que on va pas parler de la Bible, hein, c'est pas du tout encore le truc, hein, mais on en avait déjà parlé, toi et moi d'ailleurs déjà, hein, je crois Oui, savoir. c'est vrai, c'est vrai, ça. Et donc c'est vrai que tout ce pan-là, on sait très bien, et tu l'as dit encore tout à l'heure, plusieurs fois, le fameux dogme de la science, le fameux dogme aussi bah, des religions, n'ayant pas peur des mots à un moment donné, c'est vrai. Donc c'est-à-dire que pour au final, de savoir vraiment la réalité des faits, de ce que les gens ont vécu et des messages qui nous ont été retranscrits au fil du temps, il y a quand même des lacunes entre les deux, même voire des océans quand même, hein, Greg. Ah oui, oui, non, mais c'est certain. Donc c'est vrai que moi, enfin, voilà, je fais des réflexions régulièrement sur certaines choses. Donc ce que je viens de dire sur les Atlantes et les Anunnaki, c'est une possibilité, mais à travers ma réflexion, j'en exploite deux autres. Donc j'invite les gens à remonter mon mur, où j'essaierai de le remettre en lien, en commentaire sur ton émission. Mais bon, cette réflexion est quand même ancienne. Donc il y a des choses que j'écrivais pas forcément de la même manière aujourd'hui concernant cette réflexion. Bien Mais sûr. pour en revenir à Moïse, oui, c'est sûr quand tu dis on n'a rien inventé, oui, on n'a rien inventé. Les Sumériens, pour moi, c'est le trait d'union entre notre monde et ce qui s'est passé avant. Exactement. Donc Voilà, entre parce que les Sumériens, on parle de tablettes sumériennes qui ont été retrouvées en quantité industrielle. Et bizarrement, Moïse, on parle de tablettes. Et pour faire une petite boutade, excuse-moi, mais aujourd'hui, on écrit sur des tablettes. oui, Euh, il y a quand même donc, des concordances. D'ailleurs, alors en voilà. ufologie, on peut en faire, ben, exactement, Greg, même en ufologie, on peut en faire alors, à ce moment-là des tonnes et des tonnes, vraiment, puisque tout ce qui s'est dit plus ou moins par le passé, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve maintenant dans notre vie actuelle, dans l'Homo sapiens sapiens, parce que là aussi tu parlais des Lulus à un moment donné, là. Hein, on est bien Bien sûr, d'accord. ouais. C'est ce que Bien tu sûr. veux laisser sous-entendre entre l'ancien monde, donc l'ancien, le Lulu, donc l'humain qui n'était pas apparemment pour les Anunnaki productif et qui a été éliminé pour devenir ce qu'on est nous maintenant. On est d'accord, tu vois. Et c'est ce qu'il dit apparemment sur les tablettes. Hein. Donc je ne l'invente pas comme toi. Et c'est vrai que là, c'est là que c'est intéressant parce que à croire que, et là j'invite les gens comme toi à faire leur propre réflexion et chemin de compréhension. C'est-à-dire que moi je dis bien comme toi que quelque part, je laisse sous-entendre que on est préparé à ce qui vient quelque part. C'est-à-dire que on a été préparé du début de cette genèse à maintenant. Et quelque part, et on y vient, mais alors on y vient où? Ça c'est encore une vaste question, mais en tout cas il y a quand même un gros degré de préparation, puisque les Anunnaki nous disent bien qu'ils sont partis, mais ils vont revenir. C'est ce qui se dit hein, dans les Anunnaki, hein, tu vois. Et donc c'est là où c'est intéressant. Bah alors, ça sera encore le but de plein d'autres émissions, Greg. Et puis c'est vrai qu'on s'égare un petit peu, mais en même temps, j'espère en tout cas, parce qu'on arrive au terme de cette émission, Greg, et que les gens, bon, ont passé un moment agréable. À la limite, on a survolé, parce qu'on n'a jamais prétendu. Et d'ailleurs, je pense que tu vas le dire, Greg, tu vas dire que si les gens veulent vraiment rechercher beaucoup plus en amont dans les Atlantes et aussi ben, notamment dans les Vimanas, il y a des gens qui ont écrit des bouquins, il y a quand même il y a des référents à ce moment-là, Greg. Hein. Ah oui, mais complètement. Les gens, il faut piser aussi le courage de chercher sur Internet, sur YouTube, sur Google. Et voilà, moi je le fais depuis 10 ans, donc c'est vrai que les sources, on va dire, qui sont quand même sérieuses, je les connais. Voilà, là j'ai dit tout à l'heure, bon, bah, un petit passage
du site Mystère du Monde. Voilà, il y en a plein d'autres. Il y a des interviews sur ce sujet. Enfin, il y a plein de choses qui permettent, en fait, il faut lire plusieurs choses, écouter plusieurs choses. Et bien sûr qu'il y a des interprétations différentes sur les Himalayas, mais je pense qu'au final, si on reste l'esprit ouvert et qu'on a un minimum de connaissances, on peut faire des liens quand même percutants. Alors, je vais en terminer avec ça. On va terminer l'émission, Greg. Et donc, pour ceux qui voudraient un petit peu voir justement tes travaux, je crois savoir que tu es sur Facebook notamment. On peut te contacter via les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Voilà, c'est mon nom et mon prénom. Donc vous tapez Greg No et vous allez tomber sur mon mur. Donc juste une précision, c'est que tous mes posts sont privés, ils sont pas publics. Et sinon, j'invite les gens à qui ça intéresse. J'ai créé un nouveau groupe, en fait, secret, études, décryptage et mystère des anciennes civilisations. Eh bien, Greg, pour tout ça, je te dis merci et puis j'espère à très bientôt pour un nouveau thème dans tes recherches et pour une nouvelle émission, tout simplement. Merci pour tout, Greg, et à très bientôt. Et merci pour ton invitation.